Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? Hop. Bonsoir H. Rodbu. Bonsoir, merci d'être là. En attendant que tout le monde arrive, je vais vous présenter un peu la chaîne. C'est notre premier live sur Parlons d'écriture. Parlons d'écriture, c'est une chaîne qui a été lancée par plusieurs obsédés textuels en collaboration avec le Lufthanger, qui est une entreprise de conseil éditorial, gérée par Mathieu et Nicolas, que vous rencontrerez très bientôt, et les Cavaliers de l'Éditocalypse, dont je fais partie, qui est une alliance formée entre plusieurs auteurs qui veulent gagner en visibilité, puisque si vous écrivez, vous savez qu'aujourd'hui se faire éditer c'est un peu compliqué, donc nous avons rassemblé nos forces pour gagner en visibilité. Le live de ce soir a pour thème le NaNoWriMo, donc je suis en compagnie de Léonard Bertos et Ranveig, voilà. Je vous laisserai aussi checker en description tous les liens vers nos différents réseaux sociaux. Vous avez la commande invité, hop, pour aller voir les sites, le site de Ranveig et le site de Léonard. Je vais vous présenter rapidement le NaNoWriMo, même si je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. Le NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture qui a lieu tous les ans depuis 1999 quand même, au mois de novembre. Le but, c'est d'écrire 50 000 mots. Le créateur a présenté ce challenge comme le fait de privilégier la quantité et pas forcément la qualité. L'idée, c'est que tout le monde peut écrire un roman, mais qu'on ne prend pas forcément le temps. Donc au mois de novembre, c'est là qu'on prend le temps en écrivant ces 50 000 mots. C'est un challenge qui est plutôt populaire, qui est très suivi sur les réseaux sociaux notamment, et sur des plateformes telles que Twitch. Mais c'est un challenge aussi qui peut être un peu clivant, et on va en parler aussi ce soir, notamment parce qu'il y a cette question de la quantité, de la recherche de la quantité, et pas forcément de la qualité. On a voulu prendre la température sur les réseaux sociaux. On a demandé qui l'avait déjà fait. Vous êtes 33% à être en plein dedans. Courage à vous. 26% l'ont déjà fait. 31% ne l'ont jamais fait. Et 10% se demandent ce qu'est le nano. Donc vous êtes au bon endroit. Voilà pour la présentation de la thématique de ce soir. Je vais laisser la parole à nos deux invités. Voilà, nous dire un petit peu quel est votre parcours en tant qu'auteur aujourd'hui, quelle est la place de l'écriture dans votre vie principalement, et puis voilà, si vous avez de récentes publications, réalisations, voilà, je vous laisse la parole. Merci. Oh, c'est gentil. Oui, donc moi je m'appelle Ranveig Wallace et j'écris sous le nom de R.W. Wallace. Je suis norvégienne. Je vis en France depuis 23 ans et j'écris en anglais. Ne me demandez pas trop pourquoi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce soir, je risque de chercher mes mots par moment parce que j'ai l'habitude de parler écriture en anglais, mais n'hésitez pas à me fournir les bons mots. Voilà. Ça marche. J'ai publié mon premier... Donc moi, je suis dans l'auto-édition. Dans le monde anglo-saxon, c'est plus commun, on va dire, qu'en France, et un peu moins mal vu. Pour moi, c'était un choix évident parce qu'il y a la liberté de faire ce que je veux, etc. Donc, voilà. J'ai publié mon premier roman en 2015, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à me former, à prendre des cours, etc. Donc, on va dire que je le fais plus sérieusement depuis 2018-2019. J'ai aujourd'hui une petite vingtaine de livres de sortie, je crois, entre romans, collections de nouvelles, un peu sur beaucoup de genres littéraires différents. Mais ma série principale, celle qui me fait gagner 98% de mes revenus, c'est une série qui s'appelle Ghost Detective. Donc, j'ai des détectives fantômes, parce qu'il y a une partie que j'ai quand même traduit en français.
Donc voilà, moi, il y a aujourd'hui 10 nouvelles qui sont sorties et 4 romans et je suis en train d'écrire le 5e. Voilà. Pas mal. Merci. Moi, du coup, je suis écrivain depuis toujours, depuis tout petit, donc ça c'est toute ma vie, mais on est beaucoup dans ce cas-là. Moi, j'ai commencé à en vivre il y a à peu près 5 ans, où j'ai commencé d'abord à travailler dans le jeu vidéo. Ça faisait longtemps que j'écrivais, j'ai fait des études littéraires, etc. Et j'ai commencé à en vivre par le jeu vidéo. Donc aujourd'hui, je travaille dans le jeu vidéo à temps plein. J'écris des scénarios de jeu, en résumé, hein, dans le milieu du jeu vidéo. Le nom du métier, c'est narrative design. Ça veut dire qu'on écrit les scénarios, donc scénariste, mais surtout on s'occupe de l'intégration du scénario dans les jeux. Donc il y a des narrative designers très axés techniques, qui savent coder, etc. C'est pas du tout mon cas, ma spécialité, c'est beaucoup plus l'écriture en l'occurrence. Et j'ai publié des livres, j'en ai publié 3, 4, 5, je crois que j'en ai publié 5. 2 projets personnels, donc de la fantasy, assez orientée comédie, assez grossière, un peu inspiré de Terry Pratchett, mais aussi un peu de la gritty fantasy. Et ensuite, j'ai eu 2 commandes pour un YouTuber. Ce sont des romans qui se passent dans l'univers de Minecraft, et un qui va sortir bientôt qui se passe dans l'univers de Roblox. Ça c'est plutôt des bouquins jeunesse qui s'appuient sur mon expérience dans le jeu vidéo du coup. Et ça, je pourrais peut-être en parler plus tard, mais comme c'est très différent d'écrire un projet personnel, le NaNoWriMo m'avait pas mal aidé aussi pour réussir à remplir ses commandes, quoi. Ok, d'accord. Et là, j'ai un bouquin qui devrait sortir avant la fin de l'année, normalement, d'après ce que m'a dit l'éditeur. Donc pareil, projet personnel, fantasy. Et dans le cadre du NaNoWriMo, je continue la suite de ce roman-là, qui est toujours en phase de manuscrit, quoi. Ok, d'accord. Et justement, par rapport au nano, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous lorsque vous l'avez fait? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quel est votre rapport au NaNoWriMo? C'est vague comme question. Je pense, si, je m'étais inscrite pour le faire officiellement une fois. Je ne l'ai pas fini, je me souviens plus jusqu'où je suis allée. C'est quelque chose qui, en général, n'a pas collé avec mon planning. Le mois de novembre, ça tombait pas bien. Mais sur le principe, je le trouve très bien. Mais ça peut être justement un moyen de se motiver en groupe, etc. Ouais. Et enfin, ça peut être un très bon moyen pour prendre des bonnes habitudes. Ouais. Bon, après, cette année, jusqu'à aujourd'hui, on est quoi, le 5, je suis dans les clous, on va dire, pour les... Merci à Ashrodbu pour le follow. Tu nous diras si c'est bien prononcé. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Oui, donc le nano, toi finalement la difficulté ça a été de le combiner avec le mois de novembre tel qu'il se présente. Oui, normalement c'était censé être pas seulement 50 000 mots, mais un roman, quoi. Ouais, ce qui veut dire qu'on est censé le commencer le 1er novembre. Aujourd'hui, par exemple, je suis à peu près à mi-chemin dans un roman. Soit je joue pas tout à fait le jeu, soit je le laisse de côté pour faire autre chose. Donc, après, on peut quand même le faire avec le nombre de mots. Mais, ouais, c'est sûr. J'ai pas été jusque-là. Ouais, ok. Un jour. Ouais, t'aimerais le refaire? Si un jour ça colle bien avec mon planning, je veux bien, ouais. Okay. Et est-ce que tu as essayé de suivre le même principe, admettons, donc écrire beaucoup, produire beaucoup sur une courte période de temps, mais à un autre moment? J'avoue que moi je suis plus sur être constant sur toute l'année. Ouais. Donc moi là ça fait un peu plus de 2 ans que j'écris quelque chose tous les jours. Okay. Et ça je vais pas le rater. C'est super puissant une fois qu'on a passé un certain seuil.
Je suis fatiguée, j'ai pas envie. Il fait oh, non, 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 je vais pas perdre ma suite là. Donc je fais peut-être 3 paragraphes. Enfin là, c'est vraiment Ouais. quelque chose. Je crois que mon minimum c'est 5 mots. Mais, Ok. là, c'était un jour difficile. Ok. Et après, là, mon but c'est plutôt d'augmenter pour en faire plus. Si j'ai fait 100 mots par jour, ça va être compliqué. Mais ouais, je suis plus sur la Ouais, privilégier la constance. régularité. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Ceci dit, si je peux arriver à ce genre de chiffre, 1600 mots par jour, Ouais. tout le temps, c'est un beau rythme. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et toi, Léonard, le nano, les difficultés que tu as pu rencontrer, ou est-ce que c'était plutôt adapté pour toi à ce moment-là, vis-à-vis de l'objectif que tu avais au niveau de l'écriture? Bah, c'est adapté dans le sens où de toute façon, si c'était pas adapté, je le ferais pas. Mhm. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, dans la recherche qu'on a tous de toujours nous améliorer, à l'époque où j'ai commencé le nano pour la première fois, il y a 2 ans, l'année dernière je ne l'ai pas fait, mais il y a 2 ans, je sentais que que les choses étaient en place, que je savais où je voulais aller au niveau style, au niveau propos, au niveau recherche documentaire. J'étais plus à l'aise avec tout ça, ce qui n'est pas gagné déjà. Hein, mais j'avais envie de passer la seconde, quoi. Ouais. Parce que quand j'ai vu que je pouvais publier des livres, que je commençais à publier des livres, que je commençais à signer des contrats et tout, je me suis dit, bon, mais maintenant, faut écrire des livres, quoi. Faut y aller, ouais. Faut pas juste écrire un livre et puis l'arrêter pendant 3 mois et puis le continuer. Voilà. Il fallait écrire des livres. Donc j'ai trouvé ça sur internet bon, par hasard. Quand je l'ai découvert, j'avais trouvé ça stupide, justement à cause de la notion de quantité. Ouais. Et puis j'ai eu le déclic un jour où je me suis dit, mais en fait, s'il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de livre, donc je vais faire l'exercice. Oui, tu te l'appropries finalement. Oui, de toute façon, tu avais parlé d'exercice officiel. La notion d'officialité avec le nano, moi je m'en empare pas du tout par exemple. C'est-à-dire si jamais je suis sur un projet et que, en général, les projets personnels, je les prends un par un. Parce qu'au niveau du travail, c'est complètement éclaté, donc je multiplie pas en plus les trucs au niveau personnel. Si c'est au milieu, c'est au milieu, et je commence au milieu. Oui. Pour le coup, je m'en fiche complètement. Et je sais plus où j'en étais, oui, et du coup à ce moment-là, effectivement, j'ai tombé un roman en un anneau, quasiment un roman en un anneau. Okay. Et j'ai vu tout de suite le résultat. Ensuite, je l'ai fait lire directement à des gens. Tu l'as pas retravaillé? Non, et tu l'as... Okay. Je l'ai fait lire directement à des gens, j'avais appelé ça de l'alpha lecture, pour voir ce que ça donnait d'écrire très vite comme résultat en soi. Et du coup c'était pas si dégueu dans le sens où il manquait plein de chair, mais le squelette était là et le roman avait du sens. Parce qu'en fait, quand on a écrit un roman, retravailler les descriptions, le style, allonger les paragraphes, raccourcir les paragraphes, ça c'est pas trop un problème. Mais l'histoire est très difficile à changer une fois qu'elle est écrite. C'est ça, ouais. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était si je pouvais écrire une histoire très rapidement. Donc j'avais préparé un plan et tout quand même. Hein. Oui. Voilà, j'avais tout préparé pour pouvoir juste tracer et le résultat n'était pas si mal, quoi. Ouais. Mais donc t'étais parti d'une vision en amont, quoi. T'avais ton plan. Ah oui. Ouais. Tu t'étais pas lancé dedans. Bah oui, parce que en fait écrire en partant de la page blanche, sans idée, sans plan, sans recherche documentaire, bah, la page, on remplit une demi-page en 4 heures, quoi. Ouais. Ou on progresse, mais ensuite après quand on a le résultat final dans les mains, ça peut demander une réécriture qui peut tourner un peu au calvaire. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup vu en me documentant. C'était la question de la réécriture qui finalement ensuite pouvait s'avérer être un vrai calvaire parce que si on n'a pas pensé son écrit en amont, si on n'avait pas de vision, quoi, ou de plan, ensuite à reprendre, ça peut être très compliqué, quoi. Oui, alors la méthode, c'est la méthode jardinage. Oui, c'est ça. Le fait d'écrire sans plan ni rien, ça peut faire de très bons romans. Et pour le nano, c'est difficile parce qu'on est censé tracer et cette méthode-là, elle est beaucoup plus lente en fait. Ouais. Et donc, pour terminer de répondre à la question, en sachant écrire très vite, je me suis mis à pouvoir répondre à des commandes que j'aurais pu refuser tellement c'était, les deadlines étaient courtes, quoi. Mais en fait, non, les 3 commandes que j'ai fait, j'ai pu les faire dans les temps, avec
des temps très réduits, quoi. Mm. Pour un résultat qui était pas trop mal. Ouais. Pas trop mal, enfin, c'était de la littérature jeunesse, donc l'éditrice, elle m'aidait à l'adapter pour les jeunes, et puis comme moi, de mon côté, j'avais pas besoin que ce soit très développé sur tous les aspects, ça passait. Ça s'y prêtait bien. Oui, voilà, ça Ouais. se prêtait bien. Ouais, donc ça peut aussi dépendre du projet Ah oui, complètement. qu'on a en cours, quoi. C'est peut-être pas adapté pour tous les projets. Oui, je pense. Ouais. Je pense. Oui, tout à fait. Ou alors il faut vraiment bien faire ses recherches en amont. Ouais, c'est ça. Après, si c'est Le préparer, quoi. Si c'est un projet jardinage, on peut faire le nano pour se forcer à se booster. Mais franchement, ne pas atteindre les 50 000 mots en partant d'une page blanche, moi je trouve pas ça grave. Hein, tu vois. Ouais. Parce que là, pour le coup, l'exercice est vraiment difficile. Oui, et puis après, en le prenant aussi en mode jardinage, ça peut être aussi l'occasion de peut-être reprendre un contact avec l'écriture après une période de temps justement durant laquelle on n'avait pas écrit. Ça peut Je pense qu'il y a beaucoup, il y a vraiment deux types d'auteurs. Voilà. Ouais. Il y a des profils. Voilà. Et Ouais, moi, clairement. je suis vraiment aujourd'hui dans le jardinage. Mon premier, c'est j'ai fait un plan bien détaillé, Ouais. ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour être confiante que je savais où j'allais. Parce que sinon, on va écrire, je sais pas, 7-8 chapitres, vraiment, mais je sais pas ce qui va se passer, ça fait peur. Le truc, c'est que notre inconscient, il sait raconter des histoires. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est pur jardinage. Donc, chaque chapitre, celui-là, je sais pas où ça va, je sais pas ce qui va se passer. Et puis tout d'un coup, je fais oh, et puis il fait ça, et puis oh oui, oh. C'est comme quand on lit, quoi. Quand on arrive à la fin du chapitre, on fait oh oui, on a voilà. l'impression de lire son propre livre. C'est ça, c'est ça. Après, il faut savoir que j'ai passé beaucoup de temps à étudier l'écriture, enfin, du coup, un côté très critique, enfin, analytique, pour apprendre la structure d'un roman, etc. Par contre, quand je suis devant le clavier, je ne suis pas en train de me dire alors là, je suis dans le premier tiers, alors là, il faut que je fasse ça. C'est plutôt, je suis en train d'écrire, je suis à 50 000 mots et je fais oui, là, je vois, je suis en train de rentrer dans le climax, dans les dernières scènes. Je reconnais où je suis. Et donc ça peut me rassurer dans ce sens-là. Mais pour moi, il y a... Enfin, j'ai appris à faire confiance à mon inconscient qui a envie de raconter des histoires, quoi. Et enfin moi, toute la série là que je fais, elle n'aurait même pas existé si je fais des plans. Enfin, je sais même pas d'où ils sont sortis au début, ces personnages. Et au début, c'était que des nouvelles. Je fais je fais une série de nouvelles, c'est cool. Et puis il y a une nouvelle qui finalement, non, celle-là c'est un roman. Et puis à peu près à 2 tiers, je fais ah non, c'est pas un roman, c'est une série. Et enfin, je m'éclate. Mais sur le dernier, là, j'ai été bloquée pendant un certain temps parce que je voulais que ça se termine au bout de 5 livres. Enfin, je voulais pas la traîner trop longtemps. Mais du coup, vu que je fais pas de plan, je savais pas comment, enfin à peu près quoi, mais c'est dans cette vague direction-là peut-être. Et du coup, ça allait pas vite du tout. Puis au bout d'un moment, j'ai fait écoute, peut-être qu'il y en aura 6, et tout d'un coup, ça va plus vite. Je me suis autorisée à ne pas tout terminer. Mais à mon avis, il n'y a pas trop de risque à aller moins vite, sauf sur des projets où il y a beaucoup de recherches qu'il faut vraiment faire. Enfin, s'il faut connaître quelque chose vraiment en détail, qu'on ne peut pas faire une recherche d'un quart d'heure, oui, ça va prendre plus de temps. Mais là où ça prend plus de temps devant cette page blanche, c'est parce qu'on a peur, on ne sait pas où ça va, donc est-ce que je perds mon temps à écrire ou pas? Et en gros, ceux qui sont dans ce système-là, c'est vraiment juste réfléchir pas trop loin. C'est quoi la prochaine phrase? Tu fais la prochaine phrase et après, ça va venir. Voilà. Et sinon, ça touche un peu au même sujet, mais tout à l'heure tu parlais de quantité contre qualité, c'est ça. Moi, c'est le point un peu risqué ou négatif du NaNoWriMo, parce que justement, c'est vendu comme mets des mots sur la page, on les corrigerait après. Le nombre de manuscrits qui sont restés dans cet état-là et qui ne sont jamais sortis du tiroir, il est très très gros. Donc il faut s'appliquer. Enfin, moi j'ai fait une passe, quoi. Enfin, j'écris mon histoire, de temps en temps je vais faire un peu des cycles pour voir ce qui s'est passé, réparer un petit truc, et puis là j'ai besoin d'un truc, je repars 3 chapitres en arrière pour installer le machin qui est en train d'arriver.
Mais, enfin, ouais, c'est en continu et je vais jamais mettre des X. Ah, je reviendrai, je vais faire la recherche après, je mettrai la description. Non, je vais prendre un quart d'heure pour aller voir c'est comment à cet endroit-là. Ok, je fais. Souvent, ça donne des idées. Je fais, ah, mais il est là. Ah, en fait, il y a une voiture. Enfin, il y a une voiture, il y en a partout, mais il y a un truc à cet endroit-là qui, du coup, va me donner une idée pour l'histoire. Et je vais partir dans une autre direction que ce que j'avais pensé au départ. Et du coup, avec cette technique-là, moi, j'arrive à la fin, j'ai fini, quoi. Enfin, je vais faire une passe pour trouver les fautes de frappe, mais c'est tout. Et ça, c'est un des mentors que moi je suis, là, qui vraiment parlait de cette méthode. J'y croyais pas trop, mais à un moment, je me dis, bah, je vais essayer. De toute façon, si ça fait un flop, personne ne le saura. C'est pas grave. Et au final, c'est celui-là qui marche. Donc je continue. Mais ouais, je dirais c'est mieux de faire 20-30 000 mots de qualité que 50 000 mots qui vont partir direct à la poubelle. Ouais, donc ça demande aussi de se détacher d'un certain résultat, quoi, parce que on voit, voilà, NaNoWriMo, 50 000 mots en un mois, ça demande aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et de réajuster le tir aussi en fonction, parce que c'est vrai que écrire, qu'on soit jardinier ou architecte, je pense, ça demande quand même un certain travail de conscientisation aussi de là où on veut amener son écrit, quoi. Et puis on trouve le ton aussi au fur et à mesure, on trouve une forme, un style. Du coup, peut-être prendre le temps de ça aussi, de réfléchir à ces aspects-là durant le nano, ou en amont, quoi. Après, ça dépend où on en est dans son parcours aussi. Si on est très tôt et qu'on n'a jamais fini un roman, à la limite, faire ces 50 000 mots et les mettre à la poubelle, pourquoi pas? Au moins, on peut dire, bah, j'ai écrit tout ça en un mois. Je l'ai fait. Mais... Moi, personnellement, j'ai jamais mis un roman à la poubelle. Je sais que ça se fait beaucoup, c'est même ce qu'on nous apprend à l'école. Et moi, je l'ai jamais fait. C'est-à-dire, mon premier roman, qui est plein de défauts, il a été publié. Alors, dans une petite maison d'édition, personne ne l'a jamais lu, etc. Mais il existe. Il existe. Donc, c'est sûr, moi je suis d'accord, dire écrire 50 000 mots pour les jeter à la poubelle, c'est dommage, dans tous les cas. Il vaut mieux écrire 30 000, 20 000 ou même 10 000 et puis qu'on soit content. C'est pas forcément facile d'être content de son texte, mais tracer pour tracer, c'est sûr que, par exemple, le fait de mettre des X, comme tu disais, moi je l'ai jamais fait ça, par exemple. Je trouve que c'est très difficile de traiter son texte comme ça. Il faut que le premier jet soit lisible. Donc effectivement, on peut revenir dessus. Et puis moi, je pense que le premier jet, c'est, dans ma façon d'écrire, hein, c'est un quart ou un tiers du travail. Mais il faut qu'il soit lisible, quoi. Qu'il soit pas si mal, quoi. Oui, parce qu'après, ça peut être totalement contre-productif. Et même déprimant. Oui, déprimant. En fait, quand on le relit, moi mes romans, je dois les lire au moins 10 fois avant qu'ils soient définitifs. Si quand on le relit, il est nul, on n'a pas envie de le porter plus loin, de toute façon. Sachant que la réécriture, ça demande quand même aussi oui. une bonne niaque, quoi. Moi, j'avoue que c'est un truc que je ne sais pas faire. Enfin, mon premier, là, je suivais tous les conseils, donc j'avais mon plan. Je l'ai écrit en 40 jours, un truc comme ça, parce que j'avais mon plan. Et après, voilà, il faut réécrire. C'est quoi? Donc je l'ai relu, je sais pas combien de fois, je corrige une virgule, je bouge peut-être une phrase, mais pas grand-chose parce que... Enfin, justement, si je me changeais un truc là, bah, du coup l'enchaînement marchait plus, donc ça me faire partir dans une autre direction, alors du coup je fais pas... Enfin, j'ai passé 6 mois, 8 mois à réécrire, mais au final j'ai pas changé grand-chose. Il y en a qui y arrivent, mais moi, en plus, je sais pas faire, quoi. Moi, le second roman que j'ai écrit, qui devrait sortir bientôt, je l'ai fait en mode jardinage, et c'est pareil, hein. Même résultat, c'est-à-dire il est pratiquement fini au premier jet, quoi. C'est très difficile de reprendre un livre écrit comme ça. Alors que les livres que j'écris avec des plans, des structures, des idées, on peut très vite changer les choses, mais parce que le plan est connu d'avance. Oui, donc tu peux davantage agencer, ajuster. Après, l'histoire reste ce qu'elle est, quoi. C'est-à-dire, une fois qu'elle est sur papier, c'est très difficile de la changer. Si je change des choses, ça va être rajouter, par exemple, des descriptions
ou rajouter du sentiment dans les personnages, parce que c'est vrai que là, ils font un peu les petits bonhommes qui se font en sorte que l'histoire avance, puis des fois, on oublie un peu de les humaniser. Mais je connais des auteurs, je suis pas du tout comme ça, je sais pas comment ils font, mais eux, quand ils relisent, ils suppriment. Ils suppriment un tiers de leur roman. Apparemment, il y a deux styles de auteurs. Moi, je suis comme toi, je vais rajouter. Enfin, il y en a qui relisent, ils rajoutent, et il y en a qui enlèvent. Ouais, qui coupent. Ouais. Clairement. Probablement des gens qui vont, comme faisait Flaubert, qui vont décrire la totalité de la pièce, l'extérieur dans la rue, et après écrire la scène. Ouais, ou se laisser porter aussi par le flux, quoi. Par le flux de la langue, de ce qui nous anime à ce moment-là. Et puis après, revenir à sa vision de départ. Où est-ce que je veux aller ? Ça match, non, ça sert pas en fait ma vision et adapter à ce moment-là, quoi. Moi, si je me laisse porter, c'est l'histoire au pas de charge, de toute façon. Donc, c'est presque du théâtre, quoi. Donc, Ouais. moi, je suis obligé de rajouter pour en faire un roman, quoi. Ouais, mais je pense qu'on a chacun nos tendances. Il y en a certains qui vont juste faire l'histoire, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis il faut qu'on revienne pour décrire quand même où on est, et puis voilà, les émotions, tout ça. Et puis il y en a, oui, qui vont tout décrire vraiment en détail, et en relisant, je pense qu'on peut conclure que, en fait, j'avais pas besoin de savoir tout ce qu'il y avait à la cuisine, donc je l'ai supprimé, quoi. C'est pour ça aussi que la relecture, elle est pour moi indispensable au moins une fois, pour pouvoir doser, en fait, rien que pour pouvoir doser. Parce que quand on écrit, on est dans le mot, dans la phrase, et quand on lit par paragraphe. Oui. Moi, je le fais quand même, c'est juste, enfin, pas officiellement, mais c'est cette histoire de cycle, quoi. Je vais toujours relire ce que j'ai écrit la veille ou tout à l'heure. En gros, j'ai écrit, au bout d'un moment, les mots s'arrêtent, je vais repartir 500 mots avant, relire. Effectivement, je me rends compte que j'ai pas décrit la pièce, on va le faire. Et, donc, il y a cette relecture, même plusieurs fois, c'est juste cyclique, en live, quoi. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs dans le cas du nano, du coup. Pour savoir progressivement où est-ce qu'on va, et ça peut être intéressant. Moi, j'écris beaucoup comme ça quand j'ai un peu plus de temps. C'est vrai que là, pour le nano, je le repousse le plus possible. Avec ce côté, je sais pas si ce que j'ai écrit c'est bien, mais j'avance. J'avance pour le tomber, quoi. C'est vrai que c'est aussi une question de temps. Moi, cette année, j'ai la sensation de pas avoir de temps du tout parce que je suis constamment débordé et ça m'arrive pas tout le temps, en fait. Donc, du coup, là, j'avance. Je me dis c'est la seule manière de faire en sorte que ce truc soit écrit un jour. Et c'est un moment que tu te prends justement pour te consacrer au nano dans la semaine. Enfin, comment tu t'organises concrètement, toi, au niveau du nano, justement ? De toute façon, pour écrire, il faut prendre un moment. Alors non, je dis ça. Non, je dis ça et je suis pas d'accord avec moi-même. Parce que pendant très longtemps, pendant les 2 dernières années, j'ai appris à écrire sur téléphone. Et j'arrivais à écrire à peu près à n'importe quel moment. Le défaut de cette technique, c'est que le téléphone, tu ne vois que les 3 dernières phrases que tu as écrites. Et c'est très pénible de revenir sur le texte. Donc tu peux presque que aller de l'avant. Ça a les défauts de ses qualités. Mais là, cette année, j'avais l'impression que ça suffirait pas, j'arriverais pas à avancer. Déjà parce que l'histoire est compliquée. Mais aussi parce que quand t'es trop fatigué, en fait, au final, écrire sur téléphone, déjà j'ai mis à peu près 1 an à m'y faire, et même en sachant le faire bien et en constatant que c'est efficace, ça reste plus fatigant que te mettre devant le truc et avancer. Sur le petit clavier avec les 2 pouces, du coup, c'est ça ? Ouais, mais après, il y a un truc que j'avais pas du tout prévu quand je me suis mis à faire ça, c'est que c'est prédictif. Et si c'est bien fait, on écrit les 3 premières lettres et le mot est dans les choix. Et au final, ça peut aller très vite. J'avais pas du tout... je pensais que j'allais galérer, en fait. Et en fait, on s'y fait. On s'y fait tellement bien que... moi, j'ai 2 types de claviers. J'ai le clavier AZERTY Plus qui est adapté au français, le clavier AZERTY classique et le téléphone. Et le clavier AZERTY classique, c'est le plus difficile, en fait, pour moi, maintenant. Ah ouais. Ouais. C'est devenu plus dur que le téléphone. Donc oui, je le fais sur téléphone, mais un peu moins cette année. Mais c'est tout à fait possible de le faire sur téléphone, avec pas mal d'entraînement. Mais là, non, cette année, c'est plus à partir de 21h, 22h, je me mets devant le clavier et j'écris jusqu'à minuit, 1h. Ok.
Mais là, au moins, on est sûr que ça avance. Ouais, c'est un temps que tu te prends. Et, Ouais, et puis j'ai pas spécialement envie de faire autre chose en ce moment, donc ça va. ouais, Si j'étais à fond dans un jeu avec bien l'addiction et tout, ce serait plus difficile, mais là, ça va. Ouais. Ouais, parce qu'il faut faire le calcul quand même du temps qu'il te faut pour écrire tout ça. Si tu veux vraiment arriver à Carrément. 50 000, Carrément. il faut voir à quelle vitesse tu arrives à écrire et calculer le nombre d'heures qu'il te faut. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé cette année en préparant le nano par calculer combien de temps ça me prendrait. J'ai calculé que les bons jours, j'écrivais 10 pages. Moi, je calcule en pages, mais personne ne fait ça dans l'édition. C'est 500 mots, je crois, une page. J'ai calculé que les très bons jours, en travaillant toute la journée, j'écrivais 10 pages. Il faut à peu près 5 pages pour faire le quota journalier. Donc une demi-journée, c'est un peu moins d'une demi-journée, je crois, pour réussir à faire le nano. Bon, moi, les journées sont occupées, donc c'est automatiquement le soir, quoi. Ouais, de fait. Ça fait 3 heures le soir, ça fait une demi-journée, en fait. Oui. À peu près. Donc, au final, ça passe. Ouais. Et est-ce que l'aspect communautaire du nano, ça vous a soutenu, vous, ou est-ce que ça vous soutient, ou c'est vraiment plutôt quelque chose que vous prenez, que vous faites pour vous, personnellement, sans forcément aller voir sur les réseaux, ou comment ça se passe du côté d'un tel, d'une telle Moi, j'ai toujours été très à la recherche d'une communauté pour d'écrivains. Et c'est un point très positif, mais je pense que j'aurais besoin d'avoir un groupe de gens que je connais un peu, pas juste très vaguement. Donc je pense qu'il existe des sous-groupes justement où on peut s'inscrire, ceux qui viennent de Toulouse, ceux qui font de la fantaisie, je sais pas. Mais ça peut être une très bonne chose pour se motiver mutuellement, quoi. Et pas se sentir seul, parce que c'est quand même un métier très solitaire. Moi, je suis d'accord, ça, c'est un gros avantage quand même, le côté communautaire. Pour se soutenir, pour ceux qui en ont besoin, il y en a qui en ont beaucoup besoin. Mais le simple fait de se sentir le droit de dire aujourd'hui j'ai écrit #NanoVrimo, alors qu'au quotidien tu le fais pas parce que tu te dis que les gens ils vont s'en foutre, de toute façon ils savent même pas ce que t'écris, que le manuscrit si jamais il sort, il sortira dans 3 ans. Et tout ça, comme c'est un espèce d'événement sur internet où tu peux discuter avec des gens que tu connais pas spécialement, tu t'autorises à faire ça. Donc c'est sympa aussi pour ça. Et ça te soutient quand t'écris et que tu penses à un truc quand t'écris, tu vas le poster sur Twitter. Donc c'est un peu. Il y a un côté communautaire, mais il y a un côté même, soit tout seul, on se motive parce qu'on a l'impression que ça intéresse plein de monde. Oui, puis tu fais partie d'un mouvement, d'un élan, quoi. Oui, donc dans tous les cas, oui, c'est vachement bien. Alors qu'au final, c'est un jeu, quoi. Au final, c'est juste un jeu. Tu remplis ton nombre de mots sur le site, ça fait monter la barre. C'est un peu gamifié, quoi. Oui, avec graphique. Avec les petits badges. Donc, ça, c'est un cas de gamification qui marche, en l'occurrence. Souvent, ça marche pas, mais là, ça marche. Et ça marche parce que c'est les gens, quoi. Carrément. Ça montre aussi qu'il y a aussi qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui écrivent, qui souhaitent écrire aussi de leur côté, quoi. Que finalement, il y a énormément de personnes qui écrivent, quoi. Ah oui. Et on en connaît peu. Oui. Au final. Tout à fait. Mais dans les événements comme le NanoVrimo, on voit que vraiment les gens qui écrivent sont très très nombreux, quoi. Et pour 1000 raisons différentes en plus. Donc oui, c'est devenu un art populaire. Parce que ça n'a pas été pendant des siècles et des siècles. Donc... c'est vrai qu'en plus maintenant on commence à s'intéresser à la question de l'écriture en tant qu'art, enfin en tant que pratique qui se réfléchit, qui se pense, qui se construit. Par exemple, tu vois, avec les masters, de création littéraire aussi. En France, mais c'est vieux. En France ça commence tout doux, quoi. Oui, c'est parce que le milieu est verrouillé, mais dans les pays anglo-saxons ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'ils ont pris le pli, clairement. Déjà au 19e siècle, beaucoup plus avec le cinéma. Je pense que tu dois connaître un peu plus que moi d'ailleurs. Et l'histoire, je sais pas. Mais dans les pays anglo-saxons, l'écriture s'apprend depuis longtemps. Oui. C'est vrai qu'en France... Oui, les Français sont un peu
Coincé. Snob littéraire. Snob, Oui, ouais. il y a de ça, Ouais. clairement. Ouais, Clairement. et enfin, si on dit qu'on a écrit quelque chose, il faut s'attendre à avoir du prix Goncourt. Oui. Ça, c'est un genre, le littéraire, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pas ce qui vend le mieux, d'ailleurs, en général. Prix C'est- Goncourt, c'est un genre littéraire, c'est pas mal. C'est enfin, c'est le littéraire, quoi. Ouais. La littérature blanche, Ouais, oui. ouais, on Et, connaît. ouais, et c'est vrai que enfin, moi, de ce que j'entends autour de moi, effectivement, le livre qui vaut quelque chose, c'est cette littérature blanche, quoi. C'est peut-être parce que je traîne pas avec les bonnes personnes, enfin, je l'espère quelque part. Je soupçonne qu'en France aussi, c'est pas ça qui vend le mieux. Enfin, celui qui va s'acheter un livre pour se divertir, c'est pas forcément les trucs les plus littéraires qui vont faire ça, quoi. Et qui vont choisir. Je t'avoue que je sais pas, mais je sais que. Je crois savoir, en tout cas, qu'en Angleterre, c'est la fantasy qui se vend le mieux. C'est possible. Romance, toujours la romance. Ouais, la romance aussi. Toujours. Enfin, c'est possible que l'Angleterre soit différente des États-Unis, Harry mais en Potter. général. C'est à cause d'Harry Potter. Ah oui, si tu comptes Harry Potter dedans, peut-être, ouais. Ouais. Sinon, Mais la normalement, romance, c'est se vend romance, polar, fantasy et science-fiction, ils viennent un peu plus bas. Ouais, littérature de genre Ouais, à fond, quoi. ouais. Et enfin, en tout cas, en anglais, le genre, enfin, literary fiction, c'est-à-dire littéraire, ça vend pas du tout, quoi. Enfin, on peut avoir des prix, mais on va pas gagner sa vie avec ça. C'est peut-être différent en France, je sais pas. Mais, Il y a beaucoup d'auteurs dans la littérature blanche, à part ceux qui vraiment se vendent très bien et qui ont eu de multiples prix, qui ont souvent une autre activité à côté, en fait, qui sont profs ou journalistes ou critiques. Je crois beaucoup d'écrivains tout court. Mais en France, je trouve que c'est particulièrement le cas, quoi. À l'époque du master, je me souviens des chiffres. À l'époque du master, on nous avait dit, il y a 200, à peu près, 200 écrivains qui ne font que ça, 2000 qui gagnent de l'argent, et tout le reste, ils gagnent rien. Ouais. Ce qui est vraiment ridiculement petit, quoi, par rapport au nombre de gens qui écrivent. Oui, clairement. Ah oui, 200, c'est le vrai chiffre, c'est ça? Ce serait ça, ouais. 200 écrivains qui vivent d'écriture. En France. Ouais. Ça a dû changer depuis, c'était il y a 5-6 ans, mais... Pas sûr. Mais bon, mais ça m'étonne pas spécialement. Après, souvent, les écrivains font des métiers en rapport avec leur écriture. Oui. C'est-à-dire, moi, tous les écrivains que je connais, ils sont bibliothécaires, profs, parfois que écrivains, souvent game designer, des choses comme ça. Ouais, pas que. Ils viennent de partout. Oui. Notamment dans la science-fiction, le nombre d'ingénieurs qui finalement se mettent à écrire de la science-fiction, c'est impressionnant. Et vous avez fait d'autres nanos, parce qu'il y a le nano de novembre, le plus connu, quoi, celui qui rassemble le plus de monde, mais il y a aussi le Camp Nano en juillet, enfin il y a d'autres déclinaisons aussi du nano. Vous avez fait d'autres challenges de ce type-là ou... Alors moi j'ai fait un challenge qui était pas tout à fait ça, mais donc il y a un mec, celui que je suis, j'ai fait plein de cours avec lui qui s'appelle Dean Wesley Smith, qui aimait bien donner des challenges aux gens. Donc en gros on paye un peu pour que lui il fasse le flic qui attend. Enfin, c'est un éditeur, c'est quelqu'un qui fait ça depuis 40 ans, quelqu'un de très important. Donc si lui il attend que je lui envoie quelque chose, ça fait une deadline, ça fait une pression, quoi. Donc je m'étais inscrit pour un challenge de nouvelles. C'était en 2018 ça, en septembre. Hein. Sur 2 mois, écrire 30 nouvelles, normalement. Donc ça fait une nouvelle tous les 2 jours. Donc j'ai fait, on va essayer, on va voir. Allons-y. Voilà. Bon, c'était en septembre. Septembre en général pour moi c'est un peu compliqué parce que c'est la reprise du boulot, des enfants, des activités et tout ça. Donc je m'attendais à avoir un crash. Il y a eu un crash. Mais j'en ai fait 15. Donc j'ai échoué le challenge, mais enfin c'est pas un échec, j'ai écrit 15 nouvelles. Et d'ailleurs dans le lot, il y en avait 3 de mon histoire des détectives fantômes, c'est là qu'ils sont nés. Je me souviens plus comment, vraiment là je m'installais devant le PC, je fais alors, qu'est-ce qu'on va écrire aujourd'hui? Des fois je cherche un mot dans le dictionnaire, allez c'est parti. Donc à un moment, il y avait ces deux fantômes dans le séminaire qui sont sortis de je sais pas où. Et j'en ai écrit 3 pendant le challenge.
Et en plus, lui, du coup, quand il les a lus, il édite un magazine et il a proposé de les acheter. Donc, ils ont été publiés dans son magazine, ce qui m'a donné confiance, du coup, dans cette histoire. Mais c'était vraiment... Enfin, pour moi, c'est un peu le top départ de cette histoire de le prendre au sérieux. J'ai démontré que je pouvais écrire 15 nouvelles en 2 mois. Je pouvais écrire des trucs qui intéressaient les gens. C'était dans tous les gens. Notamment, j'ai écrit des trucs en science-fiction. Moi, je ne fais pas de science-fiction. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y suis pas retournée, mais je l'ai fait, quoi. Enfin, c'était un exercice et qui m'a beaucoup servi. Ouais, ça t'a avancé, quoi. C'est ça. Ça a participé à ton souhait, du coup, d'aller vers l'auto-édition. Tu t'es dit que non, j'étais déjà sur l'auto-édition. Enfin, moi, honnêtement, je suis quelqu'un qui a beaucoup lu et qui, en général, j'arrive à la fin du livre que j'adore, je fais j'aurais bien aimé écrire ça. Apparemment, c'est pas la réaction de tout le monde, bizarrement. Mais étant plus jeune, il y a des moments où je me suis dit, tiens, je vais commencer à écrire. Et puis j'ai commencé un peu, puis je savais pas trop comment ça se passait, je me suis renseignée. Et donc, du coup, voilà, aux États-Unis, il faut un agent qui après va aller vers les maisons d'édition. Et après, donc, il y a tout le monde qui va juger, te dire oui, non, te faire changer les trucs. Après, idéalement, il faut vivre à New York. Moi, je suis même pas à Paris, quoi. Je suis en France, Toulouse, Et du coup, j'ai laissé tomber. Et c'est en 2009 où j'ai découvert que l'auto-édition existait. Et il y a... 2009, t'as dit ? Ouais. Et il y a mon cerveau qui a fait « Oh, tiens, intéressant ». Donc, moi, j'ai juste suivi mon feeling là-dessus en disant c'est le truc, ça me va bien, quoi. Ouais. Là, du coup, il faut vouloir faire vraiment tout de A à Z. Hein, mais si on veut faire que l'écriture, il ne faut pas faire auto-édition. Mais moi, ça me va très bien. Ouais. Puis, comme tu disais, toi, c'est surtout la régularité, quoi, aussi qui paie. Donc, j'imagine que c'est une sorte de routine quotidienne aussi. Oui, c'est ça. Et justement, le challenge, c'était ça aussi. On va dire sur les premiers, je pense que j'ai vraiment eu un crash. Donc je crois que les 10 premiers, j'ai vraiment fait une nouvelle tous les 2 jours. C'était possible. Après, c'était une période, je savais que c'est limité, donc il y avait certaines choses, j'avais pas négligé ma famille, mais il y a des choses que j'ai pas fait, que j'aurais fait d'habitude parce que je voulais finir ça. Donc je ferai pas une nouvelle tous les 2 jours en temps normal toute l'année, mais c'était possible. Donc un petit peu moins, en laissant du temps pour faire ces autres choses que j'avais laissé tomber, c'est possible. Donc, ouais, les challenges, c'est une très bonne... C'est très bien. Et toi, est-ce que tu as fait d'autres challenges de ce type-là à part le nano ? Alors non, j'en ai pas fait. J'exclus pas d'en faire dans le futur, mais je l'ai pas fait. Déjà, pour la première raison, c'est qu'à la fin du nano, tu as un manuscrit. Il faut le travailler maintenant, il faut le relire, il faut le... Voilà, donc déjà ça me prend beaucoup de temps. Surtout qu'après le nano, en général, il y a un peu de relâchement et du coup, voilà, tu travailles plus autant. Ensuite, depuis le dernier nano, j'ai fait pas mal de commandes, des romans. Et quand je bosse dans le jeu vidéo, ça va. Mais quand j'écris des romans pour une commande, j'écris pas mes projets personnels. Et donc ça m'a énormément ralenti. Ça m'a saoulé. C'est pour ça que je voulais refaire le nano cette année. Et avec un peu de chance, je prendrai plus de commandes dans le futur. Mais ça m'a pas saoulé de faire des commandes. Ça m'a fait énormément progresser. Et ça me saoulait de ne plus travailler mes projets perso. Parce que t'as les journées durent 24 heures. Et là, en ce moment, je sens que les 24 heures, elles sont remplies et pas d'une façon optimale. Voilà. En gros. Donc je pourrais refaire des challenges comme ça à d'autres moments de l'année, mais j'en ai pas fait. Et la deuxième raison pour laquelle j'en ai pas fait, c'est pour pas faire de burn-out, en fait. Quand on travaille beaucoup, même des fois quand on travaille pas beaucoup, ça dépend de son état de nervosité, son état de santé, etc. On peut faire des burn-out. Et c'est vrai que moi, au début de ma carrière, j'en faisais souvent. Alors c'était des petits burn-out. Parce qu'il y a des gens, ils font un burn-out, ils sont cassés pour le reste de leur vie. Heureusement, c'est pas ça qui m'est arrivé. Mais effectivement, dès que je sentais que j'avais un état de nervosité trop intense, en général, immédiatement après, je tombais malade. Donc j'ai appris à voir venir et à lever le pied. Mais c'est vrai que faire plusieurs nanos par an, jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment possible, quoi. Surtout que
Après, quand je me suis mis à faire des commandes, c'était comme si je faisais des nanos, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Donc au final, non, c'est pas possible. Mais peut-être l'année prochaine, je sais pas, on va voir. Ouais, donc l'écriture, c'est aussi pas mal se connaître, quoi. En tant qu'écrivain, mais aussi en tant que personne, finalement. Oui, le burn-out, il faut vraiment l'éviter à tout prix, quoi. Ah oui, absolument. Il faut l'éviter à tout prix. Parce que le vrai, des fois, on n'en revient pas. Donc, non, c'est sûr, c'est dangereux. Et ouais, clairement. Et puis quand tu dis être écrivain, c'est se connaître, c'est au-delà de sa santé, c'est savoir comment on aime écrire, savoir ce qu'on veut écrire, c'est énormément ça. C'est principalement ça. Donc effectivement, si on aime être un bourreau de travail, c'est une chose, mais après, se tuer au travail, c'est un truc qu'on nous apprend beaucoup à faire et qui nourrit de la santé, nourrit de la vie, quoi. Donc il faut pas reproduire ça en plus dans tout seul soi-même dans ses projets personnels, quoi. On a déjà des patrons, on a déjà une administration, on a déjà une famille parfois qui nous mettent la pression. Il faut pas se rajouter ça soi-même au point de se faire du mal, que ce soit un plaisir, quand même. Oui, tout à fait. On peut gagner sa vie et donc le prendre sérieusement. Mais si on dit qu'on va au boulot quand on va écrire, je pense qu'on ne part pas forcément dans la bonne direction dans sa tête, quoi. Parce qu'il y a un côté, ça dépend des gens, mais boulot, c'est... On attend le week-end, quoi. En fait, je pense qu'il y a des métiers plus rentables. Rentable, oui. Tout simplement. C'est-à-dire si on fait de l'écriture... pas ce choix. Si on fait de l'écriture et que c'est une corvée, faut se poser la question de voir s'il n'y a pas un autre métier. Ça m'est arrivé plein de fois. S'il n'y a pas un autre métier qui pourrait être plus sympa. Parce que écrire, c'est... Faut que ce soit une passion. Faut aimer ça, quoi. Parce que... Au-delà... on peut considérer ça comme facile. On a le droit de considérer ça comme facile. Mais il y a plus rentable. Vraiment. Donc, dans l'immédiat, en tout cas, je pense qu'on peut bien gagner sa vie, mais... pas en un an ou deux, même... faut avoir des copains ou un coup de bol énorme. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat ? C'est sur une question sur le mentor du coup de Randall. Ouais. Ah, c'est qui le mentor ? C'est quoi la question ? C'est qui ou qu'est-ce qu'il fait ? C'est qui le mentor ? Il s'appelle Dean Wesley Smith. Et il est d'ailleurs marié à quelqu'un qui s'appelle Christine Catherine Rush. Et les deux sont écrivains et les deux sont les référents sur beaucoup de sujets. Dean, il fait beaucoup de les cours, il les prépare ensemble, mais c'est lui qui fait les présentations et il adore les challenges, donc il en propose plein. Sa femme Chris, elle est très, très à fond dans le business. Donc elle fait un blog toutes les semaines où elle parle du business d'écrivains, tous les niveaux. C'est très intéressant. Dean, il fait des blogs tous les jours depuis 10 ans. Et les deux, ils ont plein de livres qui sont sortis. Je pense qu'il faut accepter de lire en anglais. Mais il y en a sur, justement, j'allais dire la peur de la page blanche. Dean, donc lui, il est jardinier. Donc il a un livre qui s'appelle Writing into the Dark, qui parle de ça. C'est vraiment pour t'expliquer comment ne pas avoir peur. Sur l'écriture lui-même, je sais plus s'ils ont beaucoup de livres. Ils ont beaucoup de cours. Pareil en anglais. Writing in the Dark, c'est ça ? Writing into the Dark. Ils sont dans le milieu depuis 40 ans, donc ils ont été publiés traditionnellement depuis très longtemps, et depuis le début de la révolution indé, ils sont à fond dedans. Ils ont au moins 200 romans chacun, je pense. Donc, 200. Dean, l'année dernière, il propose des challenges, et il y en a un que j'ai fait d'ailleurs, c'est tu publies un livre par mois pendant un an. Donc tu n'es pas obligé de les écrire pendant un an, mais justement si tu les as mis dans le tiroir pour dire je m'en occuperai plus tard, c'est l'occasion. Donc moi j'avais fait celui-là, et lui il s'est dit je vais faire un truc pareil, sauf que lui il publie un très grand nombre. L'année dernière il a eu 70 ans, il a publié 70 livres en un an. Donc il les a pas tous écrits, il y en a certains c'est des anthologies, mais du coup c'est lui qui a tout lu et fait la sélection, bref. Faut pas se comparer avec lui, parce qu'on n'est pas taré comme ça, mais on peut s'en inspirer.
De toute façon, Voilà. c'est sûr qu'il ne fait que écrire. C'est sûr, à ce rythme-là. C'est impossible autrement. Bah, du coup, non, en fait, il écrit à partir de minuit, entre minuit et 4 heures en général. Il a Ou alors, une vie un peu décalée. Il a des assistants comme un mangaka, sinon. Et en fait, les deux, ils ont une maison d'édition où ils ont 3 ou 4 employés Oui, qui bossent à fond. Ouais, ok. Mais il fait que ça, mais il y a beaucoup de marketing, publication, trucs et machin. Il n'y a pas que l'écriture, quoi, dans l'histoire. Mais eux, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. C'est un couple qui est écriture H24, quoi. Mais ouais, ils ont beaucoup de... Comment ? J'ai dit quel enfer. Ah non. Ouais, H24, non, moi effectivement, j'ai une vie de famille et je vais garder ma vie de famille. Hein, donc je ne m'attends pas à faire comme eux, mais il faut savoir s'en inspirer. Tiens, elle fait ça, c'est une bonne idée. Ouais, et puis ensuite l'adapter, voir voilà. ce qui te parle aussi. C'est ça. Parce qu'effectivement, quand on parlait du burn-out tout à l'heure avec l'écriture, il y a aussi une question d'équilibre à trouver, surtout en tant qu'écrivain d'aujourd'hui. On le disait, il y en a très peu qui vivent finalement de l'écriture. Donc c'est un savant équilibre aussi à trouver entre l'écriture, le travail, peut-être la vie de famille, la vie de couple. C'est toute une recherche aussi au quotidien et une question d'adaptation. Ouais. En fait, il y a toute une mythologie de l'écrivain qui ne fait que ça, qui vient de l'époque romantique, où c'était les rentiers qui écrivaient, donc ils n'avaient que ça à faire. Ensuite, il y a eu cette période où on avait le mythe du poète maudit, c'est-à-dire que les gens ont continué à s'accrocher à l'idée qu'ils ne faisaient que ça, sauf qu'ils n'avaient plus d'argent, donc ils étaient pauvres. Et donc on se complaît encore aujourd'hui beaucoup dans cette idée-là, en France, surtout en France. Alors qu'en fait, maintenant, on écrit tous, et personne n'est rentier, donc on doit tous contribuer à la société au quotidien, et trouver le temps d'écrire. Donc je pense qu'il faut se défaire vraiment de cette idée que ça prend toute notre vie, parce que c'est pas possible en fait. Puis on n'est pas censé souffrir de notre art. On peut écrire très bien sans être alcoolique, dormir sous un pont. Oui, il y a ça aussi, oui. Peut-être même écrire mieux. Ouais. Peut-être même. Si on Voilà. n'est pas sous un pont. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi cette idée que tant qu'on souffre, on peut écrire des trucs bien. Non, Mais allez voir un psy si on souffre, on arrivera à écrire quand même. Enfin, il faut, Ah oui. ouais. c'est sûr. Probablement mieux du coup. Oui, parce que tu auras quand même ton vécu. Ouais, clairement. Et le souvenir. Puis les écrivains qui écrivaient bien et qui ont vraiment perdu les pédales, il y en a quelques-uns, et ça se voit dans leur écriture que c'est plutôt une descente. Ouais. Ça va plutôt vers le bas. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat ? Oui, que j'écrive le nom là, de Nadine, ou C'est tu fait. l'as- Il y a un certain chadoniste qui nous dit que non, l'écriture c'est un don tombé du ciel. Il précise qu'il rigole. Mais ça rejoint un peu Il cette faut la vision, préciser. cette vision aussi romantique de Ouais. l'écrivain qui aurait reçu un don. Et, Ouais, il y a Ça, cette c'est sorte de talent. l'imagerie biblique, ça. C'est aussi. difficile de s'en départir encore. Ouais, parce que Oui, c'est quand même un truc où on s'attend à ce que soit on sait écrire, soit on sait pas. Oui, Il y c'est a inné aucun ou autre- ça savait pas. En ouais, fait. il n'y a aucun autre métier comme ça. Enfin, un peintre, on ne s'attend pas à ce que son premier tableau, quand il a 10 ans, c'est du Picasso. Enfin, bon, Picasso, c'est peut-être particulier, mais on y travaille, quoi. On peut apprendre plein de choses. Il y a... Enfin, si, vous avez fait un master, donc en plus, il existe des formations officielles qu'on peut faire, mais en général, c'est quand même un métier qu'on commence à faire et on s'attend à ce que ça nous tombe du ciel, quoi. Ouais. On apprend quand C'est même. pas le cas. On apprend quand même beaucoup sur le tas, même Oui. au-delà des formations. Oui, mais on continue à apprendre, je veux dire. C'est pas... Faut jamais s'arrêter, en fait. Je pense que si tu passes 1 an ou 2 à apprendre l'écriture, après t'écris, et tu dis, ça y est, je sais, et tu continues à écrire, ça va pas tenir. Tu peux, mais ça fera des romans de gare. Et ça peut être ce que tu recherches aussi. Mais il faut se fixer des objectifs, je pense.
Enfin, quand tu commences à avoir de l'expérience, tu peux te fixer des objectifs sur qu'est-ce que tu dois faire pour progresser. Au début, c'est très difficile. En général, c'est écrire un livre, ce qui est déjà un objectif. Ouais. Voilà, au début, c'est quand même très dur, mais tu te focalises sur écrire un livre jusqu'à la fin. C'est déjà pas mal. Puis après, une fois que tu as fait ça, tu mets des étapes et en fait, tu peux te faire ta progression toi-même, t'auto-manager Oui. dans ta formation. Puis après, en parlant aux autres écrivains et en lisant des livres, quoi. Tout simplement. Alors, il y a Kumakeo qui demande: j'ai loupé des morceaux, mais vous avez publié des textes écrits en anneau? Non, pas encore. Moi, je suis assez confiant sur celui-là, mais je ne l'ai pas envoyé encore. Si, par contre... Mais le précédent, tu disais pas que... Le précédent. Mais en fait, Quand c'est t'avais fait le Nano. tome 1 que j'ai écrit la dernière fois, je ne l'ai pas envoyé. D'accord. Parce qu'en fait, le bouquin, j'ai signé un contrat ensuite avec une clause que j'ai pas réussi à enlever, qui était tous les bouquins qui se passent dans cet univers, vous devez me les soumettre en priorité. C'est une clause qu'on retrouve souvent. Voilà. Et du coup, je ne l'ai pas envoyé, et l'objectif, c'était de finir ce roman-là avant que sorte l'autre, pour pouvoir lui proposer tout de suite après. Bon, j'ai pas eu le temps. Et c'est aussi pour ça que je me suis mis dans le nano, pour avancer le plus vite possible, avoir quelque chose à montrer. Parce que quelque part, cette clause, je pourrais attendre qu'elle se finisse, parce qu'elle a une durée limitée, mais quelque part, elle l'engage aussi. Donc j'aimerais bien présenter ce manuscrit dans le cadre de cette clause avant qu'elle se termine. Mais par contre, avec le nano précédent, je l'ai soumis sur Wattpad au concours des Watties, ça s'appelle. Ouais. C'est juste un concours où il y a un comité de lecture qui va lire tout ce qu'on a soumis et puis faire un concours, quoi. C'est tous les ans sur Wattpad? Ouais, c'est tous les ans et dans plusieurs pays. Moi, j'ai fait les Watties français, il a été présélectionné. Ce qui fait que sur les 2000 soumissions, il fait partie des 60 retenus pour être lu. Et ça s'est arrêté là, mais c'est quand même sympa, c'est quand même une reconnaissance. C'est-à-dire passer de 2000 à 60, c'est vraiment pas mal. Donc ça me motive, ça m'engage aussi, parce que j'ai dû le laisser sur Wattpad pendant 1 an. Et je le retirerai dès que je pourrai pour ensuite le soumettre. Mais il faut quand même le retravailler, parce que j'ai pas eu le temps de... Je l'ai bien relu, j'ai bien réécrit, mais j'ai pas encore eu le temps de le rendre publiable. Moi, j'ai pas vraiment fait de nano, mais j'ai publié quasiment tout ce que j'ai écrit. Voilà. Ce qui est pas mal. Voilà. C'est pas mal. C'est ça. Et par rapport à l'auto-édition, parce que dans le nano, on parlait justement de cette exigence de quantité. Toi, dans l'auto-édition, est-ce que tu ressens justement cet aspect de course un peu à la production? Comment tu gères ça? Là, ça dépend quel niveau de vie on vise. Ceux qui gagnent dans les 100 000 $ par mois de leur écriture, oui, ils publient beaucoup. Mais moi, je serais très contente avec beaucoup moins que 100 000 $ par mois. La bonne... si. En gros, ils disent que si on veut gagner sa vie, ce serait bien de publier quelque chose au moins tous les 2 mois, même idéalement tous les mois. Parce que, surtout ceux qui sont très focalisés Amazon, parce qu'il y a les algorithmes qui prennent en compte le fait que tu publies souvent. Ça peut être une nouvelle, hein. Tu rentres dans le système, quoi. Mais, moi, je suis pas encore à un niveau où je vais me mettre cette pression, parce que ça risque juste de je sais plus rien faire. Mais, il faut le faire. Ce serait une bonne chose à faire si on vise vraiment de gagner sa vie de l'écriture. C'est-à-dire faire que ça, et c'est un boulot, quoi, plein de temps. Parce que les lecteurs, ils t'oublient aussi. Moi, là, ma série, elle a 4 livres, mais j'en avais sorti 3, 3 mois de suite. Les gens qui continuent depuis le premier vers le deuxième et ensuite vers le troisième, le pourcentage, il est très bien. Le 4e qui est sorti 6 mois plus tard, et le nombre total de lecteurs, il est un peu en dessous. Parce que ceux qui pourtant avaient bien aimé, ils ont lu 3 livres,
ils ont pas ils se souvenaient plus de moi 6 mois après, donc Ouais. ils savent pas qu'il est sorti, quoi. Donc du coup, si on le sort régulièrement, en plus les lecteurs ils s'attendent à ah oui mais attends, mais elle sort un truc tous les 2 mois, ça veut dire que bientôt Et je vais ouais. avoir la suite. Oui, il faut rester présent. Mais après du coup il faut assumer. Ouais, Enfin, c'est ça. donc moi j'en suis pas encore là, parce que là il faut être vraiment régulier sur l'écriture, sur la publication. Mais si on le fait, on peut très bien gagner sa vie avec l'écriture. Surtout si on fait des séries. Auto-édition, franchement, il faut faire des séries. Ouais. Et puis faire des romans courts, nous dit Shadowiste. Ouais. Bah, ça ira plus vite. C'est sûr, là, c'est sûr. Après, en général, les histoires elles font les longueurs qu'elles font, quoi. Il y en a qui ont tendance à faire du 40 50 000 mots, qui est assez court pour un roman. Il y en a, ils peuvent pas faire moins de 120 000. Mais là, ça C'est demande comme ça. en fait d'avoir cet objectif d'auto-édition en tête. Et Ouais, c'est vrai Et que le d'adapter, 120 000, en fait. il est moins rentable, hein. Même Ouais, si ouais. tu vas mettre un prix un peu plus élevé, tu vas gagner plus avec 3 livres à 40 000 qu'un seul pavé à 120. Dans l'édition classique, c'est beaucoup plus difficile de vendre une série. En général, Ah oui. on demande des one-shots. Parce que les éditeurs n'aiment pas prendre de risques. Ouais, ouais. Donc ils publient un livre. Moi, je sais que j'ai des livres qui auraient pu être des séries, de petits romans. Au final, ça va être un pavé comme ça, de 500, 600 pages, voire peut-être plus. Parce que, non, on veut sortir un livre. Ouais. Et à chaque fois que j'ai proposé de le sortir en série, c'était à chaque fois non. Et souvent, sur les sites des maisons d'édition, il y a marqué en gros, on ne prend pas de série. Ah oui. Ouais. Ouais, je me demande à quel point ils sont vraiment en phase avec les lecteurs. Parce que moi, aujourd'hui, je vois plein de gens qui ils ont peut-être lu le premier et puis ils achètent les 4 d'un coup. Moi, en tant que lecteur, je vais jamais faire ça. Je vais même lire les 10% gratuits, enfin e-book à chaque fois. Mais il y en a, ils vont aimer une de mes nouvelles et ils prennent les 10, comme ça. Et enfin, les lecteurs, ils aiment les séries, quoi. Les éditeurs, ils ont leurs chiffres, c'est quand ils sortent un livre qui se vend bien, ils vont sortir le deuxième. Statistiquement, il va se vendre moitié moins bien. Ouais. Le troisième, il va se vendre moitié moins bien que le second. Donc, c'est simple, ils font pas de série. Et donc, ils partent du principe que ce premier qui est sorti, il vend un certain nombre pendant 6 mois, et après il est mort. Oui. Voilà, ils vont pas ça, c'est l'édition. ils vont pas 6 faire mois, 6 mois, remarketer, c'est quoi. énorme. Enfin, 6 mois, c'est énorme. Normalement, c'est 2 semaines un livre. Il tient 2 oui, semaines. oui, ouais, c'est ça. Parfois un peu plus s'il a beaucoup de succès, mais ils partent pas du principe que ça aura du succès de toute façon. Il y a beaucoup d'éditeurs qui gagnent de l'argent sans vendre de livres, donc ils poussent même pas, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui peut être très frustrant pour l'auteur. Alors, tu disais que les éditeurs sont pas en phase avec les lecteurs, mais alors avec les auteurs, franchement, c'est la croix et la bannière. Ouais. Mais ce que tu dis là, ça se reflète aux États-Unis. Je pense que c'est pire là-bas, ce qui explique aussi le fait que tout le monde se tourne vers l'auto-édition. Mais on peut très bien gagner sa vie de sa plume en auto-édition. Par contre, en traditionnel, c'est quasi impossible maintenant. Là-bas, ici, je sais pas. Ouais, ici, le droit d'auteur, il fait quand les auteurs sont très protégés, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que du coup, tout le monde a peur de travailler avec des auteurs. Mais par contre, en termes de représentation, par exemple syndicale, les syndicats d'auteurs, ils ne sont pas écoutés du tout. C'est le syndicat d'éditeurs qui parle à la place des auteurs, auprès du gouvernement. Donc à partir de là, c'est les éditeurs qui font leur soupe tout seuls, quoi. Donc c'est forcément un partenaire, quand on fait le choix de faire de l'édition à compte d'éditeur, c'est forcément un partenaire dans tous les cas. Mais ça reste, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Franchement, j'ai l'avantage d'avoir plusieurs éditeurs, donc on ne saura pas desquels je parle, mais il y en a avec qui on a l'impression d'avoir zéro respect, de ne pas être considéré du tout, quoi. Genre vraiment du tout. Une fois, il a fallu que je demande que mon nom soit sur la couverture. Sérieux? Oui, des choses comme ça. Ouais, pourquoi? Ça sert à rien. De toute façon, Ouais. Ah ouais.
Il y avait 2 questions. Pour Ranveg, vis-à-vis de l'oubli des lecteurs, est-ce que tu en as contacté du coup? Je contacte ceux qui sont sur ma mailing list, parce que j'ai une mailing list qui est en place sur mon site internet, et effectivement, à chaque fois que j'ai un truc qui sort, je vais les écrire. Mais il faut qu'ils soient inscrits. Sinon, s'ils ont acheté par Amazon, moi, j'ai pas de moyen pour les contacter pour dire au fait, il y a un nouveau. Amazon pourrait le faire pour moi, des fois ils le font, mais ça, on ne maîtrise pas du tout. Ah ouais, c'est pas automatique ou il n'y a pas la possibilité? Si, ils peuvent faire un follow, me suivre en tant qu'auteur, et dans quel cas, je pense qu'effectivement, il y a une alerte automatique pour dire tu suis cet auteur, il a sorti un nouveau livre. Mais il faut qu'eux, ils fassent cet effort de cliquer, quoi. Après, aujourd'hui, là, récemment, j'ai commencé la vente directe depuis mon site. Là, pour le coup, j'ai leurs adresses email, mais je suis pas censée les contacter tant qu'ils n'ont pas donné leur accord. Donc, je pense que je le ferai pas quand même. RGPD, tout ça. Il y en a qui se gênent pas. Ouais, après là, on touche à mon travail de tous les jours. Je suis dans la sécurité de l'information, donc RGPD, là, je suis très... Non, faut pas faire ça. Mais, ouais. Non, il faut leur accord pour les contacter, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'il faut son mailing list en place. Dès qu'on sort quelque chose, en tout cas dans notre édition, c'est très important. Même s'il n'y a une seule personne qui s'inscrit, ça fait déjà une vente potentielle pour le suivant, quoi. Et on avait une question pour Léonard aussi. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui bossent dans le même univers de manière continue? Faire une encyclopédie. Faire une encyclopédie, parce que je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, vous allez vous en mordre les doigts quand vous allez vouloir, quand vous allez oublier certains détails de votre univers et que vous allez devoir les chercher dans vos anciens manuscrits. Si par exemple c'est le nom de quelque chose, une chose qui a déjà été nommée, et que vous avez oublié le nom, vous n'allez pas pouvoir faire une recherche dans le manuscrit parce que vous n'avez pas le nom. Et quand vous êtes en train d'écrire, c'est hyper agaçant. Et il y a la tentation à laquelle il faut surtout pas céder, qui est de bon, ça doit s'appeler comme ça. Essayer. Et là tu as un personnage qui s'appelle A pendant 3 livres et qui s'appelle B dans le dernier, juste parce que tu as oublié comment il s'appelait. Donc ça c'est du vécu, donc donc ça, faites-vous un document d'encyclopédie avec, je sais pas, ville, loi, personnage important, et vous notez tout. Vous notez tout. C'est-à-dire, la sœur du baron de je sais pas quoi, il apparaît une fois, il en parle une fois, vous le notez. C'est dur à faire, moi j'y arrive pas complètement, mais c'est vraiment utile, parce que si vous écrivez longtemps dans le même univers, vous allez pouvoir faire un truc très, très balsacien qui marche très bien, qui est de faire venir des personnages, faire revenir des personnages. Et si un jour vous avez un lectorat qui vous connaît bien, j'ai pas beaucoup de lecteurs, mais dans le jeu vidéo on a des milliers de joueurs, ils vont connaître l'univers mieux que vous. Donc soyez carré dessus, parce que personne n'est parfait, de toute façon eux-mêmes le savent, mais eux ça va leur plaire que vous soyez carré, parce que ça va donner l'impression, qui est très important en fantasy, que l'univers est bien plus grand que ce qu'on vous en dit. Et comme ça, c'est très important. S'il est juste un tout petit peu plus grand ou un tout petit peu mieux pensé que ce que vous laissez apparaître, même si c'est juste de l'autre côté du rideau, l'effet, l'impression que l'univers est très étendu, ça arrive tout de suite. Il suffit juste que vous montriez au lecteur que vous savez plus de choses sur l'univers que lui, et que vous le révéliez par touche comme ça, c'est la base de la fantasy. Et là, ça marche bien. L'histoire de retrouver les infos, c'est important. Enfin, moi, dans ma série, là, je l'ai fait effectivement dans une espèce de mind map avec tous les personnages. Il a les yeux bleus, les cheveux courts. La couleur des yeux. Ouais, ça aide par vachement. exemple, je l'ai pas noté. J'y vais, je fais bleu, ok, bleu. Ouais, c'est bien. Ça, par exemple, je l'ai pas noté, et j'aurais dû, parce que j'ai des personnages. Il a changé de couleur. C'est la boum là. Ouais. Et j'ai failli me faire avoir juste avec un nom. Cette semaine, sur un chapitre, j'avais nommé quelqu'un, donc je l'ai mis dans mon petit truc. Chapitre d'après, j'ai oublié que j'avais déjà nommé ce personnage, donc j'ai donné un nom complètement différent. Je commence à le mettre dans mon petit schéma, et je fais, c'est qui celui-là ?
il existe déjà. Oups. Ouais. Voilà. Donc là, ça m'a servi. J'ai chopé le truc avant, Et puis avant publication. même en termes de structure, c'est bien de poser par exemple l'existence d'un personnage, parce que le jour où on aura besoin d'un personnage similaire, ça va permettre de le ramener et ça va donner cette impression qui est très artificielle mais en même temps très satisfaisante que l'histoire boucle sur elle-même au niveau de l'intrigue. Ça, c'est de la dramaturgie pure, hein. C'est le début et la fin se rejoignent. Et ça donne un effet, aussi artificiel qu'il soit, ça donne au contraire un effet de naturel, complètement fabriqué en fait, hein, mais qui est satisfaisant. Comme tu dis, pour la fin, d'avoir le début qui se reflète dans la fin, ça rend en général l'histoire vachement plus puissante. Si on ne sait pas exactement comment finir une histoire, relire le premier chapitre, ça peut nous aider, quoi. Les histoires, souvent, elles ont un thème, et le thème doit se refléter dans toute l'histoire, donc c'est une des bases de la dramaturgie. Et ce thème, il est séparé en plein de petits éléments, qui vont être parfois purement symboliques, hein. Ça peut être, je sais pas, un truc à la con, un oiseau, tu vois. Et si tu mentionnes cet oiseau à plusieurs endroits de l'histoire, tu vas avoir l'impression, complètement fake, mais une impression réelle, que tu tiens ton fil, quoi. Tu sais de quoi tu parles et tu te perds pas. Par exemple, j'ai lu Dune il y a pas longtemps, j'ai lu 4 premiers tomes. Le simple fait que ce soit la même famille de personnages, ou que ça se passe sur la même planète, et ça se passe dans un désert, et qu'on te raconte l'évolution de ce monde-là, t'as l'impression que ça parle toujours des mêmes choses. Que ça développe le propos très loin, alors que si on décortique, des fois ça part vraiment dans tous les sens. Mais en fait, esthétiquement, ça se tient. Ouais, t'as une cohérence, t'as une densité aussi qui se tient, quoi. Ouais. Il y a Shadonist qui dit que ça implique de ne pas vouloir tout expliquer de votre univers dans vos textes. Ouais, de toute façon, il faut pas le faire, ça. Mais ça, ouais. Je pense que ça, c'est un plus gros risque pour... donc, pas jardinier, l'autre. Les architectes. Oui, parce que souvent, ils préparent leur univers en avance. Donc, ils savent que là, il y a ça se passe, et puis la magie, ça marche comme ça. Et c'est très tentant, dès le premier chapitre, de dire ça marche comme ça, ça marche comme ça. Ouais. Moi, comme j'ai commencé mon univers en jardinier, il a eu une croissance organique. Et le concept de croissance organique, c'est un truc auquel je crois beaucoup. De façon générale, hein. C'est-à-dire par exemple, moi j'ai des émotions très fortes quand je vois des vieux villages français de l'époque médiévale, et je pense que c'est en partie dû au fait que ce soit une croissance organique autour d'une activité, autour de la géographie, etc. Donc en comparaison d'une ville, d'une mégapole qui aura poussé comme ça, avec des plans, etc. Et maintenant que je suis passé à faire de l'architecte, j'ai quand même gardé ça, c'est-à-dire que je ne développe cette histoire-là que sur des choses dont j'ai déjà parlé quand j'ai avancé en tant que jardinier. Et par exemple, je ne vais pas déménager, je ne vais pas faire une histoire dans un pays que je ne connais pas encore moi-même. Donc j'ai gardé le même pays, avec que des choses qui ont déjà été évoquées dans d'autres romans et tout, et j'ai développé à partir de ça. Et effectivement, il y a un gros risque qu'ont tous les auteurs de fantasy, qui est de faire du... dans le jeu vidéo, on appelle ça du lore dump, c'est-à-dire lore dump, c'est-à-dire balancer du lore. Ça, je sais tout ça. Ça vous allez le savoir aussi. Ça ennuie tout le monde. On peut faire une histoire qui développe énormément l'univers et passer beaucoup de temps à décrire des événements politiques, etc. Ça intéresse plein de monde. Et il faut que ça ait du sens dans l'histoire. Mais personne n'aime vraiment le développement pur. C'est-à-dire, même Tolkien, qu'on prend en général pour quelqu'un qui développe l'univers intensément et entre guillemets pour rien, c'est jamais pour rien en fait. Il y a toujours un sens dans l'histoire qu'il va raconter. Oui, c'est pas le pavé d'information pour le pavé d'information. C'est des pavés. Oui, c'est des pavés, mais quand je prends l'exemple du tout début, quand il raconte comment vivent les hobbits, c'est par passion du lore évidemment, mais c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que 3 chapitres plus tard, t'as les Nazgûl qui débarquent et ça va être la merde, etc. C'est aussi pour ça. Et donc la question c'était expliquer tout l'univers
Non, déjà pour la raison que l'univers n'est pas totalement explicable dans la réalité. Donc si tu veux avoir un effet de réel dans ton roman, il n'est pas explicable non plus. Il y a déjà ça. Et puis expliquer tout l'univers, franchement, si tu expliques tout, tu vas avoir l'impression qu'il est cheap dans tous les cas. Pour cette raison-là, en fait. Et enfin, moi je suis tentée de dire que justement, même si tu es architecte et que tu fais ton plan, tu n'as pas besoin de connaître tout l'univers. On peut prévoir un petit peu, mais justement, ils sont plus intéressants quand c'est organique. Et après, il faut effectivement garder cette Bible, je ne sais plus comment tu l'as appelée, Ouais, avec c'est toutes une les. Bible, ouais. Voilà, Une Bible. voilà, la magie elle marche comme ça, hop, je dénote ce pays, il est comme ça, avec un Ouais. roi, avec je sais pas quoi. Je le note, parce que oui, on pense qu'on va tout retenir, Et mais non. C'est sûr que non. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, j'ai oublié, c'est dommage. Non, c'est pas grave. Ça viendra peut-être. Oui, peut-être. Mais à 14h, justement, demain, vous avez une discussion world building avec Mathieu. Donc, je pense que ces questions-là aussi seront abordées. Est-ce que vous avez des conseils pour le nano, pour ceux qui viennent par exemple de débuter, qui sont en plein dedans, qui sont soit à fond ou qui se disent dans quoi je viens de me lancer? Le conseil, l'astuce ou le type. Ou les types. Qu'il faut continuer à se lancer et que c'est un très bon défi et que même si on ne réussit pas les 50 000 mots, c'est quand même on aura quand même des mots et c'est quand même une réussite. Oui, c'est ça. En fait, les 50 000 mots, c'est juste un chiffre. C'est vrai que si vous arrivez à les faire, ça veut dire que vous écrivez très vite, bravo. Mais c'est tout quoi. On peut aussi écrire très lentement. Hein. Je sais qu'il y en a qui lisent Game of Thrones, ils savent que il y a certains auteurs qui sont très patients vis-à-vis de leur propre texte. Ça fait combien de 13 ans, je crois, qu'il écrit le même roman, c'est ça? Voilà, et pourtant, il est milliardaire, d'une des plus grandes séries de fantasy de tous les temps, donc vous vous inquiétez pas trop sur votre rapidité d'écriture. Et si en revanche vous êtes à fond et que vous sentez que vos mains vont exploser tellement vous tapez vite, faites attention à votre santé quand même. Ouais. Ça c'est plus important que tout le reste en fait. Ouais. Je sais qu'en plus on a tendance à... Ça m'est arrivé il y a 2 jours. Quand on est vraiment plongé, que ça marche vraiment bien, on a tendance à oublier le temps qui passe. Regardez quand même l'heure qu'il est, parce que si il est 3h du matin et que vous devez vous lever à 7h pour aller bosser, ça va être très dur. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires? Dune, c'est trop bien, nous dit Shadowlist. Ok. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des commentaires et des questions. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter Est-ce que ça t'est revenu? L'autopromo? Mais oui, allez-y. Time to shine. Moi j'ai 2 livres qui doivent sortir avant la fin de l'année. Et il y en a un sur Roblox pour les petits-enfants. On m'a laissé écrire ce que je voulais. Donc c'est très intéressant. Et normalement aussi avant la fin de l'année, enfin c'est ce qu'a dit l'éditeur, pour l'instant il n'a pas encore communiqué dessus, donc je ne sais pas. Et je vais avoir mon meilleur roman de fantasy jamais paru dans le monde, qui devrait sortir du coup avant la fin de l'année, qui s'appelle Le Journal de Fersac. De toute façon vous chercherez mon nom, vous trouverez. Et je pense que ça va être le plus... ce que j'aurais publié de plus important, dans toute ma vie, jeux vidéo compris, hein, quand ça sortira, donc faudra aller voir ça. Moi, s'il y en a qui sont partants pour lire en anglais, le premier tome de ma série qui s'appelle Beyond the Grave est gratuit sur tous les distributeurs, donc on peut toujours tester. Et il y a aussi les 5 premières nouvelles qui ont été traduites en français quand même, ça existe. C'est possible. On va voir ce qui a fait démarrer le truc. Voilà. Vous avez à nouveau dans le chat donc le site de Ranweg et le site de Léonard. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci à toi. Merci de nous avoir sur ce invités. premier live, c'était chouette.
Au niveau des prochains rendez-vous sur la chaîne, donc demain, vous avez à 14h la discussion World Building avec Mathieu. Mardi à 8h du matin, au Laker, rush d'écriture avec Nicolas. Mercredi 14h, un rush d'écriture avec Mathieu. Jeudi à 18h, bêta lecture de texte avec Nicolas. Moi, je vous retrouve vendredi à 10h pour un rush d'écriture. Et samedi prochain, très certainement, un live spontané où je prendrai encore quelques auteurs en otage avec moi. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder le planning. Et puis, dans la bio, vous retrouverez aussi tous nos liens vers les réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ce premier live. On est très contents. Et on sera très présents très très bientôt, comme vous l'avez compris. Voilà, merci de follow si ça vous a plu, merci d'en parler autour de vous. Et puis, bon anneau à tous et bonne soirée à tous. Voilà. Au revoir. Au revoir.